Bonjour à tous, merci Ella de me faire présenter. Je suis ravie de voir vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler du développement qui est très important dans notre vie. De toute façon, de quoi dépend notre développement, comment s'effectue-t-il? Je peux dire que c'est plutôt ma réflexion sur la méthode et ses idées. Je vais partager avec vous tout ce que je pense à ce propos-là. Donc, comment le développement d'un être humain s'effectue-t-il? Qu'est-ce qui est à la base de notre développement? Au cours de la vie de chacun, nous passons par des étapes bien déterminées. Au début, l'acquisition des compétences sensorielles, puis motrices, et enfin cognitives. Ces étapes du développement sont pareilles pour tous. Ils sont divisés conditionnellement par des périodes où nous recevons des connaissances et après acquérons des compétences. Cette expérience commence très tôt, au stade utérin. Ce développement est bien connu comme l'ontogénèse. L'ontogénèse est le développement d'un individu depuis sa conception, fécondation, jusqu'à sa forme adulte définitive. L'ontogénèse comprend donc le développement embryonnaire ainsi que la croissance ultérieure de l'organisme et dans le cas de l'homme, le développement de la psychologie. Pour nos études, la période des premiers 18 ans de la vie est la plus intéressante. Nous nous appuyons donc sur la périodisation du développement proposée par Lev Vygotsky, puisqu'elle répond le plus précisément à nos objets. L'alternance des crises par lesquelles passe l'enfant et de nouvelles formations qui sont nées comme les résultats de ces crises servent de critères de cette périodisation. Nouvelle formation de l'âge, c'est le terme proposé par Lev Vygotsky. Le contenu essentiel du développement lors des âges critiques consiste à la naissance de nouvelles formations qui sont extrêmement originales et spécifiques. On devrait comprendre par de nouvelles formations de l'âge le nouveau type de construction de la personnalité et de son activité, le nouveau changement psychique et sociaux qui apparaissent pour la première fois à un âge donné et qui, dans leur essence, déterminent la conscience de l'enfant, son attitude envers l'environnement, sa vie interne et externe, ainsi que le cours entier de son développement pendant cette période-là. Les nouvelles formations caractérisent l'essence de chaque âge. Les nouvelles formations doivent servir de critère principal pour la division du développement de l'enfant et en des périodes séparées. Dans notre schéma, les séquences des périodes des âges doivent être déterminées par l'alternance des périodes stables et des périodes critiques. Ainsi, nous pourrions présenter la périodisation des âges de la manière suivante. Crise de nouveau-né, âge de nourrisson, crise de première année, prime enfance, crise de la troisième année, âge préscolaire, crise de la septième année, âge scolaire, crise de 13e année, âge de puberté, et crise de la 7e année, et la période après de 17 ans. Alors, nous pouvons souligner que chaque période d'âge se caractérise par une nouvelle formation, une activité directrice ou activité centrale. Pardon, je suis complètement perdue. Donc, le processus du développement est lié étroitement avec la nouvelle formation que nous allons appeler les lignes centrales du développement. Et
Les autres, on va appeler des lignes supplémentaires. Pendant la période du développement, les lignes centrales se changent toujours avec les lignes supplémentaires. Ça veut dire, dans une période de l'âge, la ligne centrale peut changer pour la ligne supplémentaire. Autour de l'axe de la formation nouvelle centrale, propre tel ou tel âge, se situe ce groupe des nouvelles formations supplémentaires qui se rapportent aux traits particuliers dans l'individu et aussi à de nouvelles formations nées en résultat des processus des âges précédents. Alors, le processus de développement qui sont étroitement liés avec les nouvelles formations peuvent être appelés les lignes centrales du développement. Toutes les autres peuvent être appelées les lignes supplémentaires. Bien sûr, les processus qui sont déterminés comme des lignes centrales dans une certaine période d'âge peuvent devenir des lignes supplémentaires dans l'autre, et vice-versa. Des lignes supplémentaires deviennent des lignes centrales et des lignes centrales deviennent des lignes supplémentaires. C'est bien logique que d'une étape à l'autre, des lignes centrales et supplémentaires se changent. Alors, nous pouvons souligner que chaque période d'âge se caractérise par une nouvelle formation et une activité directrice ou activité centrale d'après Vygotsky. L'activité directrice peut être définie comme une activité dont le développement conditionnait le changement le plus important dans le processus psychique et le trait psychologique de la personnalité de l'enfant sur le stade actuel de son développement. L'activité directrice, c'est l'activité dont le rôle est essentiel à une certaine période d'âge. Il existe deux types d'activités directrices d'après Elkonin. L'activité qui est orientée vers les relations de l'enfant avec les autres et qui se passe dans le système enfant-adulte et l'activité dans laquelle prédomine l'orientation vers moyen de l'utilisation des objets, le système enfant-objet. C'est bien évident que dans chaque période d'âge existent des prémices pour des capacités bien déterminées à apprendre. Le développement doit précéder l'apprentissage. L'apprentissage s'appuie sur les cycles achevés du développement. Faut-il commencer à enseigner aux enfants à lire et à écrire à 3 ans, à 2 ans, à 8 ans, à 12 ans? De quoi dépend la réponse à cette question? C'est-à-dire, quand faut-il commencer à enseigner à lire et à écrire à l'enfant? Tout dépend du processus du développement de l'enfant. Afin de commencer à enseigner à l'enfant, il faut que ses fonctions psychiques aient déjà atteint un certain degré de maturité. Cela veut dire que dans les périodes d'âge bien déterminées, l'apprentissage pour telle ou telle compétence, discipline devient possible et productif. En parlant du développement de la personnalité et de la conscience de l'enfant, nous allons parler de 4 composants: cognitif, moteur, affectif ou social, langagier ou verbal. Tout le processus du développement de la personnalité peut être présenté en pyramide, où chaque facette est un des composants: cognitif, moteur, affectif ou social, verbal ou langagier. Le but principal est de former une personnalité autonome, susceptible pour l'apprentissage et adaptif pour les changements extérieurs. Si nous regardons sur notre pyramide d'apprentissage, vous pouvez la déjà voir en 2013 en Grèce, mais de toute façon, grâce à nous, il est devenu plus raffiné maintenant. Si nous regardons sur notre pyramide, nous pouvons voir que chaque étape se construit sur les progrès de l'étape précédente. Tout est basé sur la triade des sensations principales: la proprioception, sens tactile, le sens vestibulaire. Tous les 3 forment le système somatosensoriel. Chaque période d'âge
et les périodes sensibles ou favorables pour telle ou telle compétence. Notre pyramide peut servir d'un exemple. On y peut voir quelles compétences et connaissances doit avoir un enfant à telle ou telle étape de développement. C'est bien évident qu'il ne sera pas efficace ou productif d'enseigner à l'enfant à lire et à écrire à l'âge de 3 ans ou de 2 ans. On ne peut pas enseigner à lire et à écrire à un enfant de 3 ans parce que son attention n'est pas encore développée. Il ne peut pas se concentrer longtemps sur l'exercice. Sa mémoire encore n'est pas encore développée. Il ne peut pas même mémoriser l'alphabet. Sa pensée n'est pas assez développée, etc. Un enfant de 2 ans, au contraire, doit savoir faire beaucoup plus d'opérations que la lecture. La thèse essentielle est qu'il existe pour tout apprentissage des périodes optimales, c'est-à-dire les plus favorables. Un écart vers le haut et vers le bas, autrement dit des périodes d'apprentissage trop précoces ou trop tardives. Nous avons déjà noté que l'enfant passe par des étapes déterminées et la même activité de l'enfant peut être directrice ou sur les étapes différentes. Le langage peut servir d'un bon exemple. Le langage apparaît tout d'abord comme moyen de communication avec son entourage. C'est seulement par la suite et se convertissant en langage intérieur qu'il se transforme en fonction psychique interne et devient le moyen fondamental à la pensée de l'enfant. Au début, le langage apparaît comme le résultat de la première crise de nouveau-né, d'où vient une formation nouvelle d'âge, ou bien la ligne centrale du développement. Au début, le langage est présenté comme les gazouillis des bavardages. Le nourrisson, va devenir une usagère enthousiaste de l'expression vocale. Les gazouillis de bébés satisfaits, ensuite viendront les mamans, les papas, mots plus complexes dont les parents s'émerveillent, mais qui au départ ne sont en réalité qu'un simple jeu de sons. Alfred Tomatis. Au début de le langage de l'enfant, le langage est présenté plutôt comme un acte moteur. Il s'apprend à articuler, à prononcer des sons, des syllabes, des mots simples. Alfred Tomatis aussi signale que l'apparition des premiers mots est un acte mécanique. Au risque de décevoir bien les parents, je dois préciser que ces deux vocables, maman et papa, originalement ne désignent pas la mère et le père. Leur apparition est un phénomène purement mécanique. Plus tard, la ligne centrale change d'étape à l'étape du développement et l'enfant résout d'autres problèmes. Et juste en étape scolaire, le langage revient en qualité de la ligne centrale du développement en fonction de la communication. Toutes les fonctions psychiques supérieures apparaissent 2 fois au cours du développement de l'enfant. La première fois dans les activités collectives, dans les activités sociales, autrement dit comme fonction interpsychique. La deuxième fois dans les activités individuelles, comme propriété interne de la pensée de l'enfant, autrement dit comme fonction intrapsychique. Vygotsky. La maturité des structures du cerveau est la condition indispensable, mais pas suffisante pour le développement des fonctions psychiques supérieures. La source de ce développement est la situation sociale du développement, qui détermine le développement du psychisme de l'enfant sur chaque période d'âge. Par situation sociale du développement, Vygotsky entend une relation tout à fait originale, unique et exceptionnelle entre l'enfant et la réalité qui l'entoure, avant tout la réalité sociale. Si nous parlons du développement de l'enfant, il faut distinguer des fonctions psychiques élémentaires et les fonctions psychiques supérieures.
il faut aussi distinguer des lignes principales dans le développement du comportement de l'enfant. L'une est la ligne du développement naturel du comportement étroitement liée au processus de croissance organique et de maturation, qui est né comme le résultat du processus du développement de l'évolution biologique. L'autre est celle du perfectionnement culturel, des fonctions psychologiques, de la formation de nouveaux moyens de la pensée et de l'assimilation de moyens culturels du comportement, qui est né comme le résultat du développement socio-historique. Le développement du psychisme de l'homme est conditionné non pas par les lois de l'évolution biologique, mais par les lois historiques du développement de la société. La différence entre les fonctions psychiques supérieures et élémentaires est que les fonctions psychiques supérieures ont un caractère volontaire. Vygotsky pensait que les fonctions psychiques supérieures, qui sont spécifiquement humaines, se forment durant la vie comme le résultat de la maîtrise des instruments spécifiques qui ont été élaborés au cours du développement historique de la société. Au début, l'enfant maîtrise les fonctions simples à l'aide de l'adulte, apprend de réagir et de communiquer avec l'environnement. Dans cette période-là, il étudie des objets et ses qualités. Cela veut dire qu'une fois intériorisés, ces processus sont convertis en acquisition interne de l'enfant. Plus tard, toutes les compétences acquises de l'enfant commence à les utiliser avec son entourage, avec l'environnement social. Pareillement, Alfred de Matisse nous parle du cheminement sonique idéal que nous devons revivre pour entrer en communication avec la société et le monde. Dans son livre « Aurait et la vie », il écrit « L'itinéraire qui s'achève sur l'insertion du sujet dans le corps social commence dans le dialogue entre l'embryon et l'utérus. Il existe un cheminement sonique idéal qu'un petit être doit suivre pour parvenir à maturité. Lorsque s'est établie la communication entre le fœtus et la mère, apparaît chez celui-là le désir de la poursuivre. Il va vouloir la prolonger après la naissance, avec la mère tout d'abord, puis avec le père, puis avec la société. Ce cheminement sonique idéal détermine à la fois la manière d'attendre, la manière de parler et la manière de lire. Donc, comme vous voyez, le but de ce cheminement est d'atteindre le sommet de notre pyramide d'apprentissage, où la personne est considérée comme la personnalité mature avec les caractéristiques suivantes, avec le comportement adaptif, l'apprentissage académique et autonomie personnelle. Le succès de nos compétences cognitives et sociales dépend de ce cheminement qui passe de l'étape à l'étape. Alfred de Matisse propose de parcourir au patient grâce et inconditionnellement le cheminement sonique idéal par 5 stades principaux. Retour sonique, son filtré, accouchement sonique, période prélinguistique, structuration du langage. Ces étapes ou stades peuvent être divisées conditionnellement en 2 types. Avant la naissance, qu'ils sont passifs, et après la naissance, actives. Les passives correspondent aux étapes d'assimilation des fonctions psychiques élémentaires. Les actifs correspondent aux étapes d'assimilation des fonctions supérieures. C'est juste les stades actifs correspondent au processus de socialisation de l'enfant. Progressivement, l'enfant va accéder à une maîtrise de plus en plus grande du langage. La relation maternelle qui prévalait jusqu'alors était au sens unique. Désormais, il va devoir rompre devant le désir manifesté par le sujet d'entrer en communication avec l'environnement, d'élaborer un dialogue avec lui et donc d'entamer un processus de socialisation. Dans cette perspective, cette phase apparaît comme une propédeutique dans l'insertion sociale. Alfred de Matisse. Les passives ont pour but la perception
et l'acquisition des compétences simples. Les actives ont pour but l'acquisition des mêmes compétences, mais dans les conditions de l'interaction avec l'environnement social. Alors, notre but essentiel de passer successivement toutes les étapes du développement est de former une personnalité mature, autonome, efficace et adaptée à notre environnement. Nous voudrions vous présenter les étapes de travail sur le ray électronique du point de vue de l'ontogénèse. Du point de vue de l'ontogénèse et les lois du développement, premièrement, l'enfant se rencontre avec 3 premières sensations. Le sens vestibulaire, le sens tactile et proprioceptif. Tout se passe encore au stade du terrain. Donc, premièrement, il nous faut enseigner à l'enfant à discriminer, à analyser et interpréter l'information reçue des systèmes sensoriels. Nous appelons cette étape somatosensorielle. Dans cette étape-là, nous utilisons le spectre sonore complet, toutes les fréquences et les retards longs, les retards et précisions longues. Retour sonique, la stade qui enseigne à déchiffrer l'information et la préparation à l'audition intra-utérine. Troisième, son filtré, la stade qui a pour but de revivre à la période fœtale le mémoire archaïque, le recharge corticale et le désir de communiquer. Le quatrième, accouchement sonique, le passage de l'audition liquidienne à l'audition aérienne. Ce stade permet à l'individu d'accéder à une dimension nouvelle. La stade sensorimotrice, c'est la rencontre avec l'environnement. Après la naissance, le nourrisson prend la connaissance de 5 nouvelles sensations. Le cerveau est obligé de bien intégrer ces sensations. C'est le stade de l'intégration sensorielle, où est le but d'organiser les sensations reçues du corps et de l'environnement, et après utiliser le cœur de manière efficace dans cet environnement. Notre environnement et notre corps produisent une quantité de messages qui sont captés par nos organes sensoriels et les transforment en sensations. Notre cerveau les interprète, les compare, les coordonne et les sélectionne. Le sens ne fonctionne pas isolément. Chacun travaille avec les autres et les influence pour former une image complète de ce que nous sommes physiquement et de tout ce qui se passe autour de nous. Après la naissance, la fonction auditive évolue. L'oreille s'ouvre progressivement. Oreille externe et oreille moyenne doivent s'adapter aux impédances de leur environnement. C'est l'état de la transition d'accommodation et d'apprentissage. Grâce à cet apprentissage, le diaphragme auditif va s'ouvrir peu à peu au monde sonore autour d'un axe qui se situe entre 300 et 400 Hz. Alfred Tomatis. À cette phase, nous proposons de retravailler la zone vestibulaire en proposant à l'enfant l'activité physique. Nous proposons d'utiliser comme le support sonore beaucoup de musique rythmique, parce que ça c'est déjà la préparation pour le langage et comme vous savez, chaque langue est caractérisée par le rythme, par la structure rythmique. Donc on utilise beaucoup de BPI et nous vous proposons aussi d'utiliser les marches. Le stade prélinguistique, c'est le stade où se forme la réaction ou l'attention à la parole, la compréhension de la parole et la motivation à l'activité. On travaille dans cette étape sur le spectre jusqu'à 3000 Hz. Pour couvrir la zone de langage en utilisant beaucoup de comptines et des chansons de la langue maternelle. La stade du langage, c'est le stade où se forme
l'autorégulation, l'activité, l'adaptation sociale, la communication et compétences académiques. Tout se forme le sommet de notre pyramide. Pourquoi nous divisons tout le processus de travail sur le réel électronique en 2 étapes? Si nous travaillons avec les enfants avec le retard du développement, il nous faut bien comprendre quels objectifs, problèmes que nous pouvons résoudre à telle ou telle étape. En prenant en considération tous les problèmes révélés chez l'enfant, nous pouvons estimer l'état actuel de développement de l'enfant, de créer son profil sensorimoteur détaillé. La création du profil sensorimoteur détaillé, fondé sur son parcours du développement, ontogénèse, donne à l'individu la possibilité de maîtriser la zone du développement le plus proche et donne à l'individu la possibilité de consolider ses acquis et d'envisager efficacement l'acquisition de nouvelles compétences. Quels sont les moyens de diagnostic pour créer le profil sensorimoteur? Vous pouvez apprendre à notre atelier que je vous invite le 16 à 14h30. Merci. De toute façon, je serai disponible sur mon email et tous les russophones, vous pouvez trouver toute l'information, toute la présentation en russe sur notre site de Facebook, les spécialistes d'automatisme. Voilà.